Autour de la table, donc Luc Breton, salut Luc, qui a toujours quelque chose à dire sur GPT, Luc, donc on verra ça, Next Gen Entreprise, et puis ancien patron de l'innovation et de la techno chez Orange, Léonidas Kalogeropoulos, salut Léonidas. Bonjour. Multiples casquettes, entrepreneur pour la République, l'Open Internet Project aussi m'intéresse parce qu'il y a 2-3 éléments là intéressants, et puis quand même tes responsabilités patronales, ce qui est aussi des sujets sociaux, dialogue social, donc voilà, t'es en plein dedans. Cédric Guérin, salut Cédric. Salut Stéphane. Contribuable et entrepreneur. C'est bien aussi, c'est bien. Oui, c'est quand même chercher des multiples casquettes. Tu vois, donc moi aussi, je suis contribuable et entrepreneur. Enfin, non, pas vraiment entrepreneur. Président d'entreprise, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, en tant que contribuable, on a aussi des trucs à dire sur ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est intéressant parce que je vous le raconte, vous êtes rentré dans le studio, là, Luc, et puis Léonidas, en me disant, Luc, je peux le dire. Tu me dis, je redeviens macroniste, dis donc. Ce qui est, à mon avis, le but de la séquence, là, hein, c'est d'aller essayer de récupérer les gars qui, à un moment, ont voté pour lui et commençaient à avoir de sérieux doutes. Qu'est-ce qui te rend à nouveau macroniste, là, mon cher Luc ? Je l'ai trouvé très courageux sur la séquence des retraites. Ouais. Donc ça m'a beaucoup plu, parce que pour une fois qu'un président ne lâche pas au premier virage et aux premières difficultés, il faut le saluer, qu'on soit pour ou contre. Il y a un vrai courage chez le président, et donc on peut juste le constater et s'en féliciter. Et puis ensuite, là, toute la séquence pro-business avec les investissements étrangers en France, la favorisation, enfin le rendre favorable les emplois locaux en Europe et en France, s'assurer que les taxes carbone et autres dispositifs ne favorisent pas des bonus qui vont directement financer les économies étrangères qui n'ont pas besoin de nous. Les économies chinoises et américaines n'ont pas besoin de nous pour être en pleine santé. Moi, tout ça me semble frapper au coin du bon sens. Il y a plus d'1 an que tu m'en parles de ça, hein, faire un bras d'honneur à toutes les réglementations commerciales internationales. Alors, toi, c'était dans le secteur de l'Internet. Oui, absolument. Et tu l'étends. Hein. C'est le maire qui a fini par reprendre ce que j'ai dit sur ce plateau il y a un moment, effectivement, qui dit que dans la théorie des jeux, le dernier qui applique la règle perd. Et ben, c'est exactement ce que je dis depuis toujours ici, avec toi, Stéphane. Je te l'admets. C'est dans le monde de l'Internet, puisqu'aujourd'hui, quand même, le secteur qui porte tous les autres secteurs, c'est le secteur du numérique, que ça plaise ou pas. C'est là qu'est l'innovation et qui va infiltrer tous les autres secteurs. C'est là qu'est donc le plus grand gisement de création de valeur mondiale. On a surtout organisé un oligopole GAFAM et BATX, donc des Américains et des Chinois, sur un terrain de conquête européen, et que la souveraineté européenne, là, c'est revenu au fronton des ministères, c'est revenu dans le discours de Macron. Il a même compris que la France devait aller plus vite que l'Europe, parce que sinon on n'y était pas arrivé dans 30 ans, et que ce qu'on plante aujourd'hui va pousser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et la France doit agir tout de suite en ne respectant pas les lois européennes et les lois internationales, parce que les géants font ça. Les Américains se disent libéraux, mais sont les plus grands protectionnistes que la Terre porte. Les Chinois, j'en parle même pas. Et ils sont. Alors attends, Luc, j'ai juste deux, trois infos, parce que vous avez les grandes lignes, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, mais en même temps vous bossez aussi. Donc c'est vrai que tu fais référence à 2-3 éléments qui vous ont peut-être échappé, notamment effectivement sur le bonus-malus automobile. C'est important parce que Macron annonce, on va voir les décrets, hein, et les chefs d'entreprise françaises quand même un peu méfiants devant une nouvelle usine à gaz, mais c'est vrai qu'il annonce une forme de réponse aux imperfections de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Vous savez, on l'avait beaucoup expliqué, en gros, on taxe la bobine d'aluminium, mais pas la voiture assemblée qui arrive tout assemblée de Chine, soi-disant parce qu'on ne peut pas en mesurer l'impact carbone total. Tu parles évidemment qu'on peut, et donc visiblement le bonus-malus automobile, donc ce qui ressort, il ne peut jouer que là-dessus, hein, Macron, sur la fiscalité française, va être calibré en fonction de l'impact carbone total, dit-il, et donc de l'acheminement, et donc ça devrait exclure les voitures chinoises du bonus-malus automobile. Petite incise, son ami Elon Musk, donc qui était son nouvel ami Elon Musk, qui était hier à l'Elysée, plus de la moitié de ces voitures aujourd'hui sont construites à Shanghai quand même. Hein. Donc, peut-être qu'il va être impacté. Et l'autre point que je trouve aussi très intéressant que tu signales, c'est le fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques.
Donc là, c'est État et industriel à travers un véhicule privé qui s'appelle Infravia, qui vont prendre un fonds d'infrastructure. Voilà, et qui vont prendre des participations dans les mines à travers le monde. Il le fait sans attendre effectivement une initiative européenne qui était en train plus ou moins de naître avec les Allemands. Il dit on n'a pas le temps, on y va, on avance tout droit. Et quand même, Emmanuel Macron, ça a été, de mon point de vue, le premier dirigeant européen à être vraiment outré publiquement par l'Inflation Reduction Act américain et à dire bon bah là il va falloir riposter. En France, l'ensemble des mesures qui répondent peu ou prou à l'IRA, c'est l'IRA aux États-Unis, c'est 400 milliards en gros. En France, c'est l'équivalent du bundle de l'ensemble des mesures, c'est à peu près 100 milliards, ce qui en proportion de la population et du PIB français est tout à fait équivalent. Attends, on va y revenir là-dessus. Moi, je dis bravo. Léonidas, toi aussi tu redeviens macroniste ? Enfin, moi, je poursuis la compréhension d'une logique dont il est en train d'expliquer les tenants et aboutissants, et c'est une séquence de pédagogie qui est absolument nécessaire, qui est finalement de dire de quoi sommes-nous fiers dans notre pays. Est-ce que notre pays, c'est d'abord et avant tout son code du travail et ses droits sociaux, ou est-ce que c'est d'abord et avant tout son industrie, étant entendu que là, on ne peut pas faire du en même temps. Si on veut sacraliser et totémiser notre code du travail, notre retraite à 60 ans, le partage absolu, le pays le plus fiscalisé au monde, qui redistribue. Si c'est ça notre volonté, ça a un impact, ça casse notre industrie, et le résultat, c'est que on l'a détruite. Si on veut qu'elle revienne, il faut qu'on rééquilibre sur l'ensemble de ce modèle social. Il n'a rien annoncé sur le modèle social, Léonidas. Il est en train de remettre en cohérence, je l'ai entendu hier et je pense qu'on l'a entendu ensemble, il est en train de remettre en cohérence le fait que s'attaquer au totem des 62 ans de la retraite, okay. c'est 15 milliards. Que nos milliards d'impôts aillent abreuver un système qui tourne dans le vide, pour qu'on aille le mettre dans de l'industrie, pour qu'on réindustrialise. Et je pense qu'il est en train d'amener notre pays à faire une inflexion que je trouve passionnante. J'aurais même un échange avec le secrétaire national du Parti communiste sur ce sujet. Je trouve qu'on est dans des moments où il faut comprendre, c'est passionnant, ça n'a aucun intérêt de ne parler qu'entre nous. C'est important. C'est une plaisanterie, le Parti communiste français, parce que pour le coup, il te fait du en même temps. Lui, il te garde la retraite à 60 ans. Alors évidemment, ils sont productivistes depuis Staline et Stakhanov. Ça n'a pas changé. Oui. Et ils sont pro-nucléaires. Voilà leurs deux vertus. Mais pour le reste, t'inquiète pas que retraite à 60 ans et 35 heures, voire 32 heures. Ils sont favorables à l'industrie. Ah oui, ça n'a jamais été des tenants du travail et moi. C'est pas cette gauche-là qui a porté les 35 heures. Il y a la nécessité de voir comment notre pays peut retrouver sa fierté de pays, de nation, autour d'une industrie qui, pour être capable de redevenir performante, accepte qu'on ne peut pas tout déséquilibrer au nom d'un idéal social qui n'arrête pas de nous appauvrir. D'accord, Léonidas, mais cette pédagogie, je trouve qu'il est en train de la faire et de s'y cogner. Et la CGT a dit la même chose hier. J'ai écouté la nouvelle secrétaire générale qui expliquait que eux, ils étaient un syndicat du travail. D'ailleurs, c'est même marqué, dans le nom même du syndicat. Oui, mais c'est pas anodin. Bien sûr. C'est pas anodin. Mais on est en train de renouer avec des choses qui sont absolument fondamentales dans les racines de notre pays. Et je pense que l'on est aussi en train de restructurer notre fierté nationale. Et non seulement de la restructurer, mais de la remaîtriser. Et pas simplement de faire de la France une espèce de mot dont on ne sait plus ce qu'il veut dire. Oui, parce que c'est plus du côté protectionniste, on va dire, que du côté social qui multiplie les annonces depuis quelques jours quand même. C'est là-dessus que c'est vraiment spectaculaire, Léonidas. Mais d'abord, je pense qu'il a raison de dire... Selon quoi, là, il est en phase avec le Parti communiste, je le confirme. Oui, il est en phase avec le Parti communiste. Oui, mais il est en phase également avec les libéraux. Pourquoi ? Libéral que je suis, avec un libéral tempéré que je suis. Tu sais, deux libéraux, trois façons de voir les choses. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ma manière
d'exprimer mon libéralisme et de parler d'entrepreneurialisme. Il est en train de remettre la dynamique entrepreneuriale au cœur de la logique de tout ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, oui, je me retrouve totalement dans cette séquence, qui est d'ailleurs quasiment une séquence de banquier. Les gens qui protestent disent, mais il distribue des milliards à plus savoir qu'en faire. Ce sont des milliards investis. C'est vrai. C'est de l'investissement. C'est vrai. Et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec ce que dit Luc. Il y a un moment donné où on aura le retour sur investissement. Et le pari, c'est le plein emploi. C'est que le plein emploi nous permettra d'avoir les recettes fiscales et les recettes sociales qui nous permettront de changer l'état d'esprit du pays. Et de changer l'état d'esprit du pays. Déjà avec 1 million d'entrepreneurs dont on peut débattre tant qu'on veut, 1 million d'entrepreneurs, ça transforme... Alors partons pas sur le million d'entrepreneurs, parce qu'on ouvre des tiroirs là. Vas-y Cédric, restons sur la séquence macronienne-macroniste. Alors je sais pas si toi tu as... Qu'on aime Macron, qu'on n'aime pas Macron, stratégiquement c'est bien joué. Il aura fait sur la première année la réforme la plus horrible de son quinquennat. Donc, en fait, il a mis ça derrière lui. Il a passé plusieurs mois très compliqués, mais finalement, il lui reste 4 ans avant de pouvoir, ou 3 ans avant de pouvoir mettre son dauphin en place et la stratégie pour 2027. Donc, finalement, il se met derrière lui les complications et il ouvre et il reprend la main sur là où il est le meilleur, l'attractivité. Pourquoi on aimait bien Emmanuel Macron en 2017 ? Il est jeune, il vient de la société civile, il a envie d'avancer, il fait bouger les choses. Et c'est ça qui a redoré l'image de la France à l'extérieur. Donc finalement, il se repositionne là où est sa force. Et on voit que 6 ans après, Choose France est toujours très dynamique, parce que finalement, gros montant d'investissement, un casting toujours aussi impressionnant, parce que finalement, à la 6e édition, toujours être capable de faire venir un Elon Musk ou autre, je trouve que c'est très fort en termes de marketing. Ça fait penser aux Awards, tu sais, que j'organisais quand on était sur BFM Business. Je me souviens, je vous le raconte une fois. C'est vrai qu'on a un très très beau plateau, je ne sais plus quelle année. On a quand même Carlos Ghosn et Carlos Ghosn, Xavier Niel, Emmanuel Macron, Manuel Valls, Premier ministre. Et le lendemain matin, on invitait ceux qu'on avait là, et donc Carlos Ghosn rentre dans le studio et fait: comment vous allez faire l'année prochaine? Pour faire mieux, tu vois. Il n'avait pas tort. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il aura su finalement reprendre la parole très vite sur des sujets qu'il maîtrise parfaitement et remettre la France au centre du monde en termes de marketing. C'est toujours à Versailles. Et c'est ça qui est très intelligent. Il ne le fait pas à l'Élysée, il le fait à Versailles. Tu sais, on se disait un truc avec Luc. Donc, moi, hier, grosse journée de boulot, etc. Je n'étais pas au courant pour Elon Musk. Et donc, tu rentres le soir, tu allumes la télé, tu regardes les infos, bam, tu vois l'image. Et je fais: waouh! Paris. Et je me suis dit, quel autre mec, il est là, quelle autre personnalité me ferait le même effet? En fait, j'en trouve pas. Et je trouve ça, alors ça, Léonidas, c'est ton truc, je trouve génial que le héros, alors peut-être notre monde, mais quand même, que l'un des héros du monde soit pas un acteur, certainement pas le roi ou le prince Charles, ou je sais pas quoi. Et il emmène l'humanité dans l'espace. C'est un truc de dingue. Vas-y, pardon Cédric. Réussir à l'attirer en France, il voit pas que Emmanuel Macron, il voit Bruno Le Maire, et il y a un vrai travail de fond. Moi, je trouve que c'est une super séquence pour remettre la France comme une vraie nation assez forte. C'est du marketing, à la fin non, on verra. C'est pas du marketing, c'est de la fierté nationale. Mais c'est beau le marketing, enfin, c'est du marketing de la France. C'est bon le marketing. Musk l'a dit d'ailleurs, hein, il est impressionné par la façon dont on le reçoit, c'est le marketing de la France. C'est certainement pas forcé Musk à le dire. Hein. Non. Oui. Alors il sera là demain, mais mon ami Thomas Blard, banquier d'affaires aussi, comme toi, et sans doute un peu cynique et pervers, dit que ça a peut-être été négocié. Ça a peut-être été négocié dans le cadre du bonus-malus automobile. Non, mais probablement, lui Ok, on vous permet d'acheter une Tesla avec le bonus, mais on veut Musk à Choose France. Mais je crois pas, moi. L'administration française fonctionne pas comme ça. Non, elle sait pas faire ça. Mais ça se travaille depuis des mois, ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, on voit que toute la séquence qui a monopolisé toute la tension depuis des mois, en coulisses, il y avait tous les autres ministères qui travaillaient. Je peux te dire que non, Cédric. J'ai de bonnes infos là-dessus. Je vais pas te dire d'où elles viennent. Mais j'ai de bonnes infos là-dessus de quelqu'un qui a pris part à cette séquence. Je peux te dire qu'il a été rattrapé par les cheveux il y a 15 jours. Ah, là, tu parles d'Elon Musk? Non, mais non, je connais pas Elon Musk, mon gars. Non, de toute la séquence. La séquence, elle commence en fait avec le rapport EY.
sur l'attractivité de la France, et elle se termine avec Choose France. Et donc toute cette séquence est, j'ai un communicant qui est là pour que ça imprime. Il n'y a pas de secret, il faut que ce soit massif. Toute cette séquence a été montée dans une relative urgence. Oui, Voilà. mais tes 13 milliards, c'est des dossiers qui sont depuis des mois travaillés. Ça veut dire que, si tu veux, pour à un faire moment, une séquence de communication... À un moment, tu arrives, comme dans la banque, à un moment, tu arrives à agréger des chiffres qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et ça donne 13 milliards. Mais bon, le fait est, c'est que finalement, tu es sur une politique industrielle et de R&D, On pas est que d'accord. l'industrie. Ah, mais on est tout à fait On crée des emplois en plus qui sont en moyenne mieux payés que les autres et plus pérennes. Parce que finalement, avant de redécoudre ce que tu as mis plusieurs années à construire et le remettre en Allemagne ou peu importe où, c'est très compliqué. Donc finalement, on vient sur... Il est compliqué de mesurer le retour sur investissement tout de suite, mais c'est du bon déficit, comme on le disait tout à l'heure. Alors attends, deux choses là-dessus. Moi quand même, je vous le dis, je l'ai dit beaucoup ici, je ne crois pas qu'il faille qu'on parle d'emploi quand on parle d'industrie, il faut qu'on parle de valeur ajoutée. C'est l'image que je prenais, il y avait beaucoup plus de monde dans les usines Fiat en décrépitude rachetées par Stellantis que dans les usines de Tesla. Donc pour moi, l'emploi est un mauvais critère et il faut faire attention à l'emploi. C'est la valeur ajoutée le critère. Voilà, c'est le PIB, c'est la richesse produite. Beaucoup plus moderne. Exactement. Deuxième point, deuxième point sur l'IRA et sur le crédit d'impôt. Parce que c'est un crédit d'impôt. Christine Lagarde, à son époque, parlait de niche galopante. Effectivement, on dit partout 400 milliards pour l'IRA, ce ne sera pas 400 milliards. Voilà, ce sera sans doute... Moi, j'ai lu des études à 1500 milliards pour l'IRA. Et de la même façon, nous, on met le doigt dans un engrenage. Les Américains, on verra, eux aussi commencent à avoir des problèmes avec leurs dettes. Mais tu mets le doigt dans un engrenage où tu ne sais pas où il va t'amener quand même le crédit d'impôt. Mais c'est vrai que c'est le truc le plus efficace. Le pari est effectivement que si, en ayant des impôts au niveau où nous les avons, nous n'avons pas les industries qui viennent, le fait d'avoir un crédit d'impôt va permettre d'avoir les industries et l'activité qui est liée à ces industries permettra de faire rentrer plusieurs gens, avec d'ailleurs d'ores et déjà. Inch'Allah, c'est la théorie. Non, c'est pas que la théorie. Et d'équilibrer la balance extérieure, absolument. Ce n'est pas que la théorie. Parce que, et d'ailleurs je suis totalement d'accord sur la balance extérieure, c'est vrai qu'au lieu d'aller acheter ce qui est produit ailleurs, venir le faire produire ici, c'est quand même nettement plus intelligent. Il n'y a pas de secret. Et donc, ce n'est pas que de la théorie. Je ne sais plus quelle est la taxe, si, c'est l'impôt sur les sociétés qui, ramené à 25%, rapporte davantage que lorsqu'il était à 34%. Oui, absolument. Mais si, c'est sur les chiffres. Oui, ils sont totalement, ils sont biaisés, parce qu'ils sont biaisés par le niveau d'activité. Non, mais bien sûr qu'ils sont biaisés par le niveau d'activité. Non, mais ce que je veux dire, t'as pas eu, c'est-à-dire c'est sur un niveau de croissance, donc sur 2 ans, qui est un niveau de croissance post-Covid, de rattrapage, etc. et tout, c'est là qu'on va voir maintenant si l'impôt à 25%, il rapporte autant. C'est-à-dire, tu peux pas te comparer aux années 2018-2019, tu vois. Bon. Les rentrées de TVA aussi ont été supérieures et on n'a rien changé sur la TVA. D'accord, mais en tous les cas, le fait que... mais c'est bien de le dire. Ça a pas... Oui, voilà. Non, ça mais a pas... En tous les cas, ça n'a pas fait s'effondrer. Exactement. Le rendement de la taxe. Et ça a redonné la compétitivité. Et c'est la démonstration de ce que tu voulais dire, c'est-à-dire c'est l'activité qui fait la recette fiscale, et non pas le montant des taux sur lesquels on a la débat politique permanent, remonter les taxes. Exactement, c'est la base imposable. Exactement. C'est la prochaine étape de la pédagogie. Dire, et je le vois, enfin je vois bien, je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa prochaine étape de la pédagogie, mais ce que je constate, c'est que de manière assez paradoxale, il est en train de faire la pédagogie de sa réforme des retraites après la réforme des retraites. Peut-être pour que les choses se calment, et parce qu'il avait peut-être tiré le diagnostic qu'il n'y avait pas moyen de faire la pédagogie avant. Mais je n'exclus pas que cette contestation rentre dans son lit, parce que petit à petit, il est en train de dérouler la logique globale. Et bien, effectivement, la prochaine étape de la démonstration, c'est que la base imposable sera beaucoup plus importante et que tout ça va permettre de financer notre modèle social. Bon, ben voilà. La logique globale, et je pense qu'effectivement, reste à accélérer sur la simplification globale dans le pays. Hein, parce que pour installer une usine en France, il faut 18 mois. Pour faire la même chose en Allemagne ou en Europe, c'est 2 à 3 fois moins de temps. Et aux États-Unis, c'est 4 fois moins. Donc ça reste quand même un sujet. L'empilement administratif, l'ultra-complexité de faire quoi que ce soit qui soit industriel dans ce pays. Et puis aussi de la pédagogie auprès des jeunes générations. Moi, je vous le rappelle, je suis président bénévole d'une école d'ingénieurs.
on a quand même beaucoup de top 1 ou de gens qui rentrent sur dossier dans les écoles d'ingénieurs qui ont une image exécrable de ce que c'est qu'une industrie. C'est un ennemi de l'environnement, c'est un ennemi de la planète. Les patrons, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, bon, on a quand même une pédagogie de l'économie et de l'industrie à refaire. On a travaillé dernièrement la raison d'être de l'école d'ingénieurs, Centrale Méditerranée, puisque maintenant elle est basée sur Marseille et sur Nice. Et il a fallu ferrailler entre les différents groupes de travail pour faire apparaître le terme industrie, ce qui paraît dingue. Ça me déprime. Ça me déprime. Non, parce que je l'entends de la part de gars qui ont tout perdu, qui sont... Enfin, tu vois, tu comprends les victimes de la mondialisation, tout ce qu'on dit et tout, je comprends tout à fait. Mais de la part de jeunes gars qui se destinent à être ingénieurs... Absolument, absolument. Comme je dis, on n'est pas obligé non plus d'aller faire une école d'ingénieur si on est convaincu que c'est une catastrophe. Par contre, il faut essayer de réfléchir un petit peu. On va pas recréer... mais Elon Musk, ça les fait pas kiffer, tes jeunes ingénieurs? C'est un ingénieur. Mais pas tout le monde. Et on ne va pas recréer des capacités sociales dans un pays si d'abord on n'a pas créé la valeur qui permet de la redistribuer. C'est basique. Et la com, quand tu gardes un chiffre très simple et tu dis l'industrie est responsable de 19% des émissions à CO2, en fait, tu as tué un petit peu l'image de l'industrie en 3 mots. Donc c'est pour ça que tu dois te battre il faut surtout de manière dire que pédagogique. ce qui permettra de faire baisser le taux, c'est l'industrie. C'est l'industrie et les d'ailleurs, c'est l'industrie. D'ailleurs, important quand même, vous avez peut-être vu ça, mais vous l'avez peut-être pas vu, c'est pour ça que je tiens à le dire, mais Nordvolt, parce qu'on avait beaucoup parlé, le numéro 1 européen des batteries. Vous vous souvenez, Nordvolt, donc, qui devait monter une usine en Allemagne et qui a dit, on va finalement aller aux États-Unis. Ben non, finalement, il le fait en Allemagne. Et je ne sais pas combien ça coûte aux Allemands, mais ils ont les moyens. On peut toujours critiquer aussi les timings. C'est vrai que là, par exemple, Stellantis, ils sont en train de se battre un peu avec le Canada parce qu'ils ont mis stop sur la construction de leur usine, justement, au Canada, parce que le gouvernement ou la province aurait un peu changé son fusil d'épaule. Donc tu vois que rien n'est vert partout. Tu peux aller plus vite. Il faut de la stabilité. Mais il faut de la stabilité. En fait, dans la loi Industrie verte, un des chantiers, c'est justement de pouvoir préparer. Donc ça, c'est aujourd'hui, Industrie verte. Voilà. De pouvoir justement. Il y a ton histoire de simplification dans la loi Industrie verte. Il y a ça. Et puis dans les annonces de Choose France dont tu parlais tout à l'heure, donc on a Prologium là, qui est la méga factory de batteries qui s'installe à Dunkerque. Et puis on a Nucléo, qui est une boîte italienne. Ouais. Dans le nucléaire, donc sur les petits réacteurs, qui prévoit d'investir 3 milliards à 2030. Voilà, non seulement c'est bien parce que ce sont des investissements étrangers en France, mais ils sont sur les priorités stratégiques desquelles on s'est emparé. Donc franchement... Et Dunkerque, ça devient un beau hub pour la batterie. Tu vois le truc, là, c'est pas mal. Quatre grandes usines. C'est pas mal. Et puis l'ensemble des paramètres qui se rajoutent les uns aux autres. Tu vas voir Xavier Bertrand à un moment arriver avec des cellules de batterie. Là. Non, mais quand tu crées en plus un cluster c'est le but, évidemment. En plus, les écoles qui vont monter sur cette formation, ça entraîne tout. C'est ce qu'on nous racontait sur Shenzhen. Tu as besoin d'un nouvel écran, tu traverses la rue. C'était exactement ça. Peut-être un dernier point. On parlait. C'était peut-être toi, Luc, qui me racontait ça d'ailleurs à l'époque. On parlait d'Infravia tout à l'heure. C'est juste. Donc pour le fonds d'investissement dans les métaux stratégiques. Exactement. À dire. Ça sent la vie là. Quand on parle de fonds d'investissement, attention, c'est pas un fonds comme on va faire un BPI ou autre, c'est un vrai fonds d'investissement. Donc moi, la question que j'ai, c'est plutôt de se dire, privé. Oui, mais à 5 ou 10 ans, tu fais quoi? Parce qu'un fonds d'investissement, il sort ses participations, c'est ça. Donc, finalement, si tu as pris des participations avec ce fonds, oui, c'est un fonds de long terme, mais à 10-15 ans, tu dois déboucler tes participations. Donc, si tu as fait ça, tu as sécurisé pendant 5 ou 10 ans tes approvisionnements. Et que dans 5 ou 10 ans, c'est le TRI qui doit parler. Donc, le fonds d'investissement, il doit sortir. Toi, tu as mis 500 millions État sur les 2 milliards, donc tu n'as pas ton mot à dire. Le fonds, il a des performances à rendre à ses LPs, à ses investisseurs. Oui, mais si c'est toi de ces investisseurs, c'est toi qui as mis le pognon dans le fonds. Non, mais tu n'en es qu'un. Oui, mais c'est toi, c'est Total, c'est les gros acteurs industriels français, c'est ce que je comprends. Il faut juste faire attention aux conditions de sortie. Moi, je dis juste un fonds d'investissement classique. Tu crois pas qu'ils ont 2-3 gars qui sont capables de gérer ça, Cédric? Non, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut juste être sûr qu'au moment de la sortie... Au moment de la sortie... Cela dit, ça doit être passionnant comme job. Mais ça, c'est très intéressant. Comment tu sécurises l'approvisionnement à long terme de tes industries clés du futur. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que dans 10 ans, on le revende aux Chinois parce qu'ils auront un meilleur prix qu'un Allemand. Je comprends. Intéressant. Que tout cela doit nous rendre vigilants
sur notre souveraineté à long terme, c'est indéniable. Et bon, ceux qui veulent tout regarder de manière sombre disent on est en train de brader l'économie française aux étrangers. Non, Et, personne ne dit ça. Qui dit ça? si. Vos nouveaux amis de la CGT disent ça, mais sinon les gens normaux ils disent pas ça. Si, il y a des gens normaux qui disent ça. Vous savez quand même que non, parce que Et cet enthousiasme cégétiste me ravit. Mais enfin, la CGT était historiquement dirigée par des industriels. La rupture de Sophie Binet, c'est que c'est une jeune femme sans doute formidable qui a fait des études de philosophie et qui était conseillère d'orientation quand même. Tout à fait. Voilà. Mais, Tout ça pour dire le prisme industriel de la CGT, j'attends de voir. non, mais pour ce qui est des gens qui contestent, il y a des gens qui considèrent que la souveraineté passe par le fait de se débrouiller tout seul et pas appeler des investisseurs Ah oui, étrangers. oui. Enfin, je pense qu'il faut bien entendu les deux et bien entendu être vigilant. Mais c'est quand même une séquence très positive. Super. Eh ben, on marque une pause et on continue dans un instant.